Vous l'avez entendu aux nouvelles, ces élections très importantes en Suède, où on a noté à nouveau une tendance à l'émergence de partis d'extrême droite. C'est le cas donc en Suède. Troisième parti, mais quand même, progression importante du vote à près de 18 ça se retrouve, cette tendance, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en France, aux États-Unis, un peu partout. J'en parle avec Mathieu Bock-Côté, sociologue et auteur, chroniqueur au Journal de Montréal et aussi Journal parisien Le Figaro. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous expliquez, comment vous interprétez ce qui s'est passé en Suède hier et plus largement en Europe? C'était annoncé à certains égards, c'est-à-dire l'espèce de censure ou à tout le moins de volonté d'étouffer d'une manière ou de l'autre le débat sur l'immigration massive, surtout depuis la crise des migrants des dernières années. Donc, l'espèce de consensus à la fois des partis de gauche et de droite, donc sociodémocrates et conservateurs, qui disent non seulement nous consentons à l'immigration massive, mais nous vous obligeons à en penser du bien, alors qu'elle se présente sous le signe de la crise et quelquefois du traumatisme. Eh bien, on se retrouve dans un contexte où, malgré tout, dans la population, il y a une critique de ce phénomène. Il y a une inquiétude, des inquiétudes de plus en plus massives. Or, ces inquiétudes sont souvent présentées comme racisme, xénophobie, intolérance, régression ethnique et tout ça. Alors, il y avait une forme de demande électorale pour des partis, puis on le voit, comme vous dites, en Suède, mais en Allemagne, en Italie et ailleurs en Europe, une demande pour un discours qui témoignerait politiquement de manière transgressive, de manière souvent brutale, de manière souvent plus que maladroite et malheureuse, mais un discours qui marquerait un désaccord de fond avec l'immigration massive telle qu'elle s'est présentée ces dernières années. Et là, ces partis-là, les partis populistes, s'emparent finalement d'un enjeu négligé par les partis de gouvernement, sacrifié par les partis de gouvernement, croyant qu'il ne fallait pas en parler. Et le problème, c'est quand il y a une demande, on finit par trouver une offre, et ce sont ces partis qui s'emparent de l'enjeu. Parce qu'en Suède, il y a eu une très forte émigration de réfugiés. Toute proportion gardée, c'est la plus forte en Europe, plus qu'en Allemagne. Oui, absolument. Il faut bien le voir d'ailleurs, c'est que les deux enjeux qui étaient présents dans la campagne, c'était immigration et criminalité. Le lien était fait, à tort ou à raison, dans le discours public, ou à tout le moins par la population. Et c'est ça le problème. C'est quand on sent une inquiétude qui monte dans une population en disant manifestement les choses viennent de changer, manifestement quelque chose nous échappe. Il y a des peurs, qu'on pourrait dire, des peurs profondes qui remontent à la surface. L'une d'entre elles, c'est ce que j'appelle la peur de devenir étranger chez soi. Et quand cette peur-là quitte les marges de la vie politique, quitte les marges de la vie sociale et s'investit au cœur de la vie publique d'une manière ou de l'autre, eh bien, là, ça déstabilise l'offre politique, qui n'est plus simplement débat gestionnaire sur la répartition des ressources, c'est l'existence même, c'est la définition, c'est l'identité du pays qui est en question. Et si les grands, ça j'y reviens, c'est ça l'essentiel, si les grands partis de gouvernement ne s'emparent pas de cette question et ne la traitent pas ne traitent pas de manière raisonnable, mais attentive ces inquiétudes, ces peurs, eh bien, quelqu'un d'autre va s'en emparer. Et l'émergence de ces partis-là, ça date pas d'hier. Vous le verrez partout en Europe, ça monte essentiellement depuis le début des années 90. Et il y a des cycles, il y a des vagues. Et là, on est dans un moment où, suite à la crise des migrants de 2015, c'était inévitable d'une manière ou de l'autre que quelque chose en ce genre arrive. Vous noterez, cela dit, que la poussée est moins forte que prévu en Suède. Ça, c'est une chose. En Allemagne, elle était plus forte que prévu. En Italie, et c'est ça qu'il faut voir, c'est au pouvoir désormais. C'est-à-dire les partis populistes en certains endroits ont quitté les marges, ou quelquefois on le voyait en Autriche, on le voyait au Danemark, ils étaient des soutiens du gouvernement, ou ils étaient une partie mineure d'une coalition gouvernementale. En Italie, ils sont au pouvoir à un des postes les plus importants, ministre de l'Intérieur. Donc on ne peut pas faire comme si tout ça est un élément circonstanciel. Il faut tenir compte de ça dans notre analyse de la vie politique européenne. On fait souvent parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 30. Est-ce que c'est un raccourci? Terrible raccourci, je pense que ça nous empêche de penser. C'est-à-dire à toujours se donner l'impression qu'on revit la séquence qui nous conduit à la Deuxième Guerre mondiale, avec ce que ça implique, c'est-à-dire la nazification inévitable de l'adversaire. Je pense que, évidemment, ça donne bonne conscience. Quand on nazifie l'adversaire, on se présente soi-même comme un anti-nazi, ben c'est merveilleux. Il n'y a pas plus beau titre à avoir dans l'histoire humaine que celui d'anti-nazi. Je pense qu'on ne doit pas plaquer la situation présente sur celle des années 30, non plus que l'inverse. Il y a une originalité aujourd'hui de la situation présente, c'est que la question de l'immigration massive bouleverse réellement la vie politique européenne, la vie sociale européenne, les questions, je le disais, peur de devenir étranger chez soi, les questions d'insécurité, les questions des chocs culturels quelquefois par rapport à l'action de l'islam radical, tout ça n'est pas purement fantasmé et il ne suffit pas de
qualifier ces peurs d'extrême droite, comme on le dit quelquefois, pour les disqualifier. Elles sont présentes. Ensuite, ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir un traitement politique simpliste de la chose. Et c'est là que les grands partis de gouvernement ont une responsabilité qu'ils n'ont pas pris ces dernières années. Y compris au Québec, vous avez interpellé le co-porte-parole de Québec solidaire en fin de semaine, Gabriel Nadeau-Dubois, qui disait ne pas vouloir nourrir le débat sur l'immigration dans la campagne à partir des déclarations et de M. Legault et de M. Lisée. Pour vous, c'est là un des problèmes, c'est de ne pas pouvoir en parler. Ah ben oui, bien sûr. C'est que lorsqu'on décide de ne pas pouvoir en parler et que la population veut en parler, parce qu'elle exprime des inquiétudes qui ne sont pas toutes illégitimes, encore là, faut-il le dire, eh bien, quelqu'un va finir par en parler si les grands partis ne le font pas. Et on a la chance au Québec, je crois, de pouvoir aborder cette question-là à l'abri, justement, de l'hypothèse populiste pour l'instant, de l'hypothèque populiste. On a 3 grands partis de gouvernement pour l'essentiel. C'est que les grands partis en parlent. Ben voilà, les grands partis en parlent, peuvent en parler et ils peuvent encore en parler sans jouer à la diabolisation automatique. Donc, sans dire d'un côté, vous êtes le retour des années 30, pour reprendre la formule, vous êtes le fascisme, ou bon, les insultes inversées. Non, on a en ce moment une classe politique qui est capable d'en parler, qui peut en parler, et il n'y a pas dans le portrait, sérieusement, de menaces populistes à l'européenne. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que la CAQ, le PQ, le Parti libéral en parlent intelligemment, ce qui veut dire sans angélisme et sans catastrophisme. Le problème, c'est que juste pour l'instant, on est surtout dans une forme d'angélisme obligatoire, mais on n'est pas encore dans un scénario à l'européenne. Alors, quand j'entends Gabriel Nadeau-Dubois dire qu'il ne veut pas en parler, surtout pas en parler, je me dis, est-ce qu'il devrait savoir qu'est-ce que ça a donné comme conséquence en Europe, décider de ne pas parler d'une question qui inquiète autant la population. Ouais. En même temps, la situation, vous le disiez, donc, objectivement, est très différente de ce qui se passe en Europe. Est-ce à dire que le Québec est à l'abri de l'émergence de l'extrême droite, à votre avis? Je pense que... Il y a quand même des groupuscules qui sont très actifs, qui font beaucoup parler. Oui, qui font beaucoup parler. Je crois qu'il y a des groupuscules qui n'ont pas du tout la même capacité d'organisation, la même portée, qui n'ont pas les mêmes types de cadres politiques. Donc, je pense qu'ici, on est devant un phénomène groupusculaire qui a excité étrangement et tristement les médias quelquefois, qui donnait une forme de visibilité exagérée à des groupuscules comme on dit, c'est quoi la formule de 3 paumés, 2 tondus, bon, c'est des espèces des égarés qui n'avaient pas un discours particulièrement articulé. Donc, on ne doit pas se faire des peurs exagérées avec les groupuscules d'extrême droite au Québec qui sont, je dirais, à la fois méprisables et marginaux, mais prenons au sérieux, cela dit, une question réelle de l'immigration sans automatiquement la lier à la question de l'extrême droite et espérons un débat intelligent. Il est présent dans la campagne, évidemment, il est musclé, mais c'est parce qu'il est ce débat de manière musclée et raisonnable qu'on peut ensuite éviter une situation européenne. Entre-temps, on va suivre ce qui se passe en Suède. Mathieu Bock-Côté, sociologue, auteur, chroniqueur au Journal de Montréal, au Figaro. Merci de votre visite. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.